un beau jour, mon père me dit, Monsieur Allard, qui était le chef de la section socialiste du 10e arrondissement, Monsieur Allard a monté une société sportive et il voudrait te voir parce qu'il pense que tu n'as pas beaucoup de distractions et que quand même, avec la vie que nous menons, les restrictions, etc., il faudra quand même que tu fasses du sport. Alors, il veut te voir. Et donc, c'était un client de mon père également, donc je vais voir M. Allard. Et ce M. Allard, qui était imprimeur à la SNCF et qui tenait en même temps une imprimerie Passager-Brard à l'époque, donc, me reçoit et me dit, tu sais que tu aimes la France? Je ne savais pas où il va en venir, c'est un monsieur de 50, 55 ans qui vous parle, c'était un personnage, c'était un ingénieur de la SNCF. Tu aimes la France? Oui, monsieur Allard, oui, j'aime la France. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'étais bien embarrassé pour lui répondre, mais je lui dis, je pense que c'est malheureux que les Allemands... les Allemands, hein. Et il me dit, mais alors tu aimes la France? Oui. Et tu aimerais servir la France? Ah ben, oui, monsieur Allard. Bon, eh bien écoute, est-ce que ça t'intéresse de rentrer dans la résistance? Et c'est comme ça que je suis entré dans la résistance. Alors, il me dit, au moment où nous sommes partis, tu auras des nouvelles dans quelques jours. Mais, avant toute chose, tu vas venir à l'association sportive ouvrière du 10e arrondissement et tu vas passer ton brevet sportif populaire. Il faut dire qu'à l'époque, le brevet sportif populaire, c'était important. Pourquoi? Parce que tous les professeurs de gymnastique qui n'avaient ou été prisonniers ou étaient blessés, mais il n'y avait pratiquement plus de professeurs de gymnastique et on formait des moniteurs de 15-16 ans pour pouvoir, soit dans les associations, beaucoup plus d'ailleurs, pas à l'éducation nationale, pour pouvoir suppléer, si vous voulez, au manque de profs de gymnastique dans les écoles. Et donc, les associations sportives étaient invitées justement à développer ça. Donc, il me dit, tu vas donc suivre des cours, c'est donc 2 à 3 soirs par semaine, 2 soirs, ce qui commencera à donner l'habitude à tes voisins, à tes parents, car tu ne parleras surtout pas de ça à tes parents, et ça leur donnera l'habitude de te voir sortir le soir, et plus tard, tu verras que ça sera important. Et tu auras de nos nouvelles dès que possible, tu verras quelqu'un que tu connais. Et effectivement, j'étais donc à cette association sportive, piscine, etc., je peux dire, et notre moniteur, c'était un motard, un ami de mes parents d'ailleurs, un motard de la police, et ce motard, il faut dire que, contrairement à beaucoup de policiers, ce motard, quand il a vu que les agents de police étaient donc inféodés au régime et qu'il fallait aider, avait donné sa démission, et comme il n'y avait plus ni essence, ni véhicule, il avait donc acheté un vélo-taxi, et il faisait le vélo-taxi. Bon. En plus, c'était un sportif, un motard. Les motards de l'époque, c'était des sportifs, ils faisaient 1m85, etc. Et puis un jour, il arrive au salon de coiffure, il dit, est-ce que votre fils est là? Oui, mon père dit, va le voir. Et donc, il monte me voir, j'étais en train de faire mes devoirs à ce moment-là, et il me dit, écoute, ce soir, ça va être ta première mission. J'ai actuellement à donner des instructions dans plusieurs endroits de Paris. Je suis vélo-taxi et ça me paraît difficile d'être libre parce que si un Allemand me demande, je suis obligé de le prendre. Si quelqu'un... Donc, tu vas faire le client. Alors surtout, je ne suis pas Monsieur Dubois et s'il y a un problème et un peu de monnaie sur toi, tu me paieras la course au cas où il y aura un incident. Et donc, ma première... Alors, le rendez-vous, donc, métro Goncourt, c'était Goncourt, métro Goncourt, et tu feras comme si tu prenais le vélo-taxi. Et effectivement, ce soir-là, première mission dans la résistance, je me sentais important, et je prends place dans le vélo-taxi. Alors, il va boulevard Barbès, ensuite il fait 2 ou 3 courses, il va au pont de l'Alma, l'Étoile, et il se réengage en revenant sur les grands boulevards qui, à l'époque, n'étaient pas en sens interdit d'un côté à l'autre. Et nous enquillons, et au moment où nous arrivons place de l'Opéra, où nous allions arriver place de l'Opéra, où était la commandanture, que voit-on? Un attroupement, les soldats allemands, etc. Alors, quand il voit les soldats allemands, M. Dubois se met
se gare immédiatement sur le trottoir, et puis il me dit, écoute, hein, tu fais comme si tu me payais, comme si la course était finie. Alors je sors, moi, les quelques monnaies que j'avais, voilà, monsieur, et je le paye. Et au moment où je m'en vais, je regarde, et qu'est-ce que je vois? 2 soldats allemands, de sous-officiers allemands peut-être, qui n'ont les papiers et tout. Je le vois sortir de sa sacoche une enveloppe, et les Allemands lui font signe en direction de la commandanture. Il laisse le vélo, il part à la commandanture. Alors je me suis posé des questions en me demandant qui était M. Dubois. Il avait une lettre, on l'a envoyé à la commandanture, et j'ai donc pris le métro à ce moment-là à Madeleine pour revenir sur la République, puisque c'est là que je descendais. Et au moment, j'avais attendu le métro un petit peu, à cette époque-là, ils n'étaient pas aussi fréquents qu'aujourd'hui, et au moment où j'étais vers Arts et Métiers, non pas Arts et Métiers, où j'étais à Strasbourg-Saint-Denis, qu'est-ce que je vois monter? Monsieur Dubois. Alors je me suis posé des questions, j'ai pas osé le... Et c'est quand on est remonté, puisqu'il habitait à 2 pas de chez nous, il m'a rattrapé dans la rue et m'a dit, écoute, hein, fais pas attention, tu sais, c'est ce qui se passe, c'est que finalement, j'ai eu un pot terrible. Dans mon vélo-taxi, il y avait des tracts et il y avait un revolver. Je sais pas si tu vois, si on m'avait arrêté avec. Seulement, comme je suis précautionneux, il y a 2 ou 3 mois de ça, j'ai réussi, dans un hôtel, à capter une lettre adressée au Feldcommandant de la place de Paris. Une lettre où il n'y avait rien dedans, c'était une enveloppe. J'ai collé un papier blanc à l'intérieur, je l'ai scotché, je l'ai collé, et j'ai montré ça en disant, je veux voir le Feldcommandant de... Tu penses, et puis dès que j'ai été dans les... Alors, là je l'ai cru, mais j'ai quand même eu un peu de truc. Alors voilà donc ma première mission de résistance. Alors, comment vivait-on maintenant en dehors? Alors la résistance, qu'est-ce que c'était? La résistance, eh bien, c'était beaucoup de solitude, beaucoup, souvent, de peur et pas beaucoup d'action. Je veux dire par là que nous étions toujours en alerte. Il fallait être disponible tout le temps, trouver des excuses auprès des parents quand on nous... mais il ne se passait pas beaucoup d'action. De plus, je dois dire que les conditions de liberté d'esprit étaient de plus en plus difficiles. Alors maintenant, je voudrais poursuivre en disant que pour ce qui me concerne, immédiatement après cette mission, j'ai eu beaucoup de missions de déménagement d'imprimerie. Alors, il faut convenir que l'imprimerie de ses débuts, c'était tout simplement des stencils avec du papier qu'on arrivait toujours à trouver, et qu'il était extrêmement difficile pour ceux qui imprimaient, c'était dans les caves généralement qu'on le faisait, en catimini, et il était difficile et il était formellement interdit de rester plusieurs jours de suite dans la même cave pour stenciler. Il fallait déménager toujours. Et moi, je faisais partie avec 2 camarades de ces jeunes qui déménagions ces stencils, ces appareils. Alors, je me posais la question, et je la posais à mes supérieurs, et notamment un jour à Dubois. Je dis, mais comment se fait-il qu'on nous utilise, nous les jeunes? Et c'est lui qui m'a donné l'explication en me disant que, effectivement, il n'y avait pas, aujourd'hui, ça paraît insensé qu'on ne puisse pas communiquer par téléphone. Eh bien, à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone. Seuls les riches ou les entrepreneurs, les quelques commerçants, et encore, avaient le téléphone, mais la plupart du temps, il fallait au café du coin, chez les bougnats, qu'on appelait à l'époque, pour téléphoner. Il fallait aller dans un bureau de poste, ce qui fait qu'il n'y avait on ne pouvait pas avoir de communication secrète sans risque d'être évidemment épié par l'ennemi. De plus, il faut dire aussi que toutes les réunions de plus de 3 personnes étaient absolument interdites sur la chaussée, donc comment communiquer à plusieurs, etc. Alors c'est là où les premiers chefs de résistance ont tenté, pour avoir autour d'eux, d'abord pour recruter, parce que c'était pas simple de recruter, et surtout aussi pour communiquer, de monter des associations culturelles, des associations sportives ou autres, religieuses, pour pouvoir communiquer. Et effectivement, comment donc communiquer, donner des instructions? Eh bien, ils avaient admis qu'au départ, les jeunes de 14, 15, 16 ans, les jeunes filles, étaient habilités à le faire, car les Allemands, croyaient-ils, n'allaient certainement pas croire que ces gens-là, ces jeunes gens, faisaient de la résistance. Et c'est donc la raison pour laquelle ils prenaient des jeunes comme moi.